Salut Olivier, Hey Pierre. comment ça va? Un T'es-tu nerveux? petit peu. Oublie Je, pas. je m'énerve plus en expliquant aux gens que je suis nerveux, ça me rend nerveux. Ouais, Ouais. je te comprends. Oublie pas, syndrome de l'imposteur, faut que tu le laisses à la maison. Ah non, moi je l'amène puis je fais du cheval dessus. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? Ben, on a le bonheur ou le malheur d'aller faire 1 heure de keynote devant 700 personnes. Hmm. C'est qui a pensé à cette idée-là? Ben, c'est toi. Ils Hein? nous ont invités. En plus, tu m'as embarqué là-dedans. Ouais, ouais. Mais je suis pas capable de dire non. Puis tu m'as même pas demandé la permission. Tu t'as donné mon nom. Ouais. Je savais même pas. Ouais, mais là, il était gratuit. Je l'ai donné à quelqu'un. Voilà. Fait qu'on vous fera un compte rendu par la suite, voir si on est mort. Parfait, excellent. On va se revoir après la conférence. Et sa mission, c'est de réinventer les organisations, soit de les rendre agiles ou encore plus agiles. Je vous invite à faire suivre pour nos 2 prochaines invités qui vont s'adresser à vous de manière très originale, car ce sont 2 podcasteurs sur YouTube, entre autres. Voici Olivier Fortier et Pierre Leblanc, s'il vous plaît. On est ici pour parler d'innover en s'inspirant des pirates d'autrefois, parce que les pirates d'aujourd'hui sont plus ou moins intéressants. Pour mon information, beaucoup plus que pour mon ego, combien dans la salle, avec la main, savent on est qui? C'est pour ça que j'ai dit pour mon info plus que pour mon ego, c'est pour ça. Ah oui. Donc tous les autres, vous n'avez pas la moindre idée à quoi vous attendre. Exact. Et donc, d'ici la fin de la conférence, on vous invite à aller sur YouTube, devenir des abonnés à notre chaîne, parce qu'il faut qu'on augmente nos chiffres. On est ici pour nos metrics, that's it. Donc, c'est bon, Pierre, je n'avais pas pensé à ça. Donc, innover en s'inspirant des pirates d'autrefois. Dans innover, évidemment, on pense beaucoup à la technologie, mais il y a aussi le côté humain, le côté mindset. Hein, s'il y a un mot qu'on tape sur le monde là, en agilité, c'est de mindset. On va mindset. parler de ça, entre autres, aujourd'hui. Éventuellement, je n'ai pas fait que ça. Hein. Je suis devenu un chef d'équipe parce que ça faisait longtemps que j'étais à quelque part. Et Ça marche comme ça. ouais. Puis comment généralement. dire ça poliment? Quand on m'a restructuré, Pierre, hein, je me suis dit, tente plus de faire ça, moi. Faire des sites web, non? J'avais plus de fun à faire grandir des équipes. Hein? Fait que je me suis dit, hey, comme master, ça peut être pas pire. Hein? Ça ne me tente pas d'être en autorité, mais ça me tente d'aider une équipe à s'organiser. Donc, on va faire ma certification. Il y a Scrum Master. Après 2 ou 3 endroits, je suis le seul Scrum Master dans la place, hein, dans mon nouvel emploi, et je déploie toutes mes ailes de sortie Pierre. J'avais du fun noir. C'était le paradis. Puis, à un moment donné, ils m'ont mis, ils ont dit, désolé, Olivier, mais le client, ça va être l'Antéchrist. Et puis, j'ai allumé à ce moment-là que l'agilité, ça ne règle pas tous les problèmes. Puis la claque a été forte, au point où Olivier a fait « Parfait, personne ne nous traite comme des humains, je vais aller vous montrer que ça marche. » J'ai été chercher une compagnie qui voulait un gestionnaire qui s'occupe du monde, pas de la technologie, hein, juste de s'assurer qu'ils ont ce qu'ils ont besoin pour réussir, qu'on enlève les bloquants, puis qu'on les propulse en avant. Un gestionnaire qui travaille pour le monde, hein, pour ses employés. Ça a tellement bien marché qu'après 1 an, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Je m'en vais exporter ça dans le reste du monde. Et j'ai rencontré Maurice, hein, donc mon associé, qui a été mon coach pendant un bon bout de temps. Ouais. Et que quand je souffrais beaucoup, qui a enlevé ses gants blancs, hein, qui m'a fait dire publiquement l'absurdité de ma situation, puis il ne me l'a jamais fait oublier par la suite. Il me le remet en face pas mal tout le temps. Puis, tu vas endurer ça combien de temps, Fortier, encore? Donc, à un moment donné, j'ai dit plus jamais. Puis, on s'est parti en business, Maurice puis moi. On voulait faire des entreprises qui étaient plus humaines, qui changeaient d'approche, hein, tu sais, comment on a toujours fait. Puis, il y a moyen de faire quelque chose différemment, de manière facile, ça, tu sais. Je ne peux pas croire. Je refusais de croire ça.
Mais on n'avait pas vraiment une bonne accroche jusqu'à temps qu'on lise le livre Be More Pirates. Là, on a compris qu'on tenait quelque chose. D'abord, Maurice était un historien de profession et connaissait les pirates de fond en comble. On s'est dit, on y va. Mais si on y va all-in. All in. Et puis, au final, on s'est dit, peut-être qu'il faut aller plus loin. Peut-être qu'il faut commencer à penser à d'autres formes juridiques. On a commencé à explorer l'économie sociale. Donc, on explore tout ce qui est un peu différent de comment on fait, qu'on a tout le temps fait. Là, je sais que vous avez plein de questions. On va être disponible après la rencontre. Mais je vais en répondre à une. Pourquoi Y dans Pirates? Parce que c'est garanti, on nous la demande tout le temps. C'est que des pirates, ça existe depuis des millénaires. Ouais. Et nous, on s'inspire d'un groupe de pirates très, très particulier, ceux de l'âge d'or de la piraterie, à l'époque à Nassau, dans les Bahamas, ceux qu'on entend souvent parler. Il y avait un livre qui couvrait cette période-là et qui l'expliquait très bien. C'était The General History of the Pirates. Et le mot pirate dans ce livre-là était avec un Y. C'était une manière pour nous, pour ceux qui connaissent un peu ça ou ceux qui cherchent, qui comprennent qu'on parle de ce groupe de pirates-là en particulier, puis c'est eux qui nous inspirent. On va commencer avec un petit peu d'histoire, pour faire la mise en contexte des pirates, parce que là, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va s'inspirer des pirates d'autrefois pour innover aujourd'hui, C'est quand même particulier. en 2024. Quand on pense à innover, on pense à quelque chose du futur. Oui. Mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont fait des choses contre l'État spécial autrefois, qui ont donné des résultats assez intéressants et qui se sont démarqués de manière assez incroyable. C'est un petit peu ça qu'on va vous ramener ici. L'âge d'or des pirates, c'était un peu avant la fin, on va dire, de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, donc, on a perdu la bataille, 1759, les traités, tout ça. La guerre s'est terminée en 1763. Mais de 1690 à 1730, c'est l'âge d'or des pirates. Ouais. Là, il faut dire, je sais pas, il y a des gens qui pensent, là, la main là, levée, là. Oui, mais là, les pirates, c'était violent. Violent, ça? Comme on l'a dit plus tôt, on n'est pas des grands fans de ce que promeuvait l'époque. On va juger les pirates par les valeurs de leur époque. C'est-à-dire que, bien sûr, aujourd'hui, le pillage, les meurtres et tout ce qui vient avec, l'analphabétisme, parce qu'ils étaient la plupart analphabètes, ce pas des choses qu'on appuie. Ceci dit, il faut dire, à l'époque de l'âge d'or de la prêtre, 1690 à 1730, piller des villages et tuer tous ses habitants, brûler la ville, puis être analphabète, c'était la norme. OK? Les gouvernements faisaient tous ça. Et des fois même donner des permis. Tiens, tu peux aller piller en mon nom. On appelait ça des corsaires. Eux, ils avaient le droit, ils avaient le permis légal de piller et de violer. OK? Les pirates, ils ont juste décidé de le faire à leur compte. Ce qui a fait d'eux, évidemment, des ennemis à abattre. C'était essentiellement admettre que la couronne est superflue dans notre vie et que la monarchie, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pas très surprenant à l'époque qu'ils sont disparus ils ont ouvert la chasse aux pirates et qu'en une quinzaine d'années, c'était terminé. Bien, en fait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, c'est-à-dire vous avez quitté un emploi puis vous avez dit, je vais me partir en affaires, puis je vais faire sensiblement la même chose. Bien, c'est un peu ça que les pirates ont fait. Ouais. Parce qu'ils travaillaient pour les trois grandes puissances, nommées un peu plus tôt, et quand on n'a plus eu besoin d'eux, on les a juste laissés aller. J'étais au vidange. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, nous, qu'est-ce qu'on fait de mieux? On est capable de piller des bateaux. Donc, on va continuer à le faire, mais à notre compte. Et ce qui est important aussi, parce qu'on a une image très hollywoodisée du pirate, que si je demande à quelqu'un, capitaine pirate, c'est nécessairement quelqu'un qui crie après tout le monde et qui tue tout le monde. Faux. Alors, j'avais un historien, mais il n'est plus avec nous pour nous l'expliquer, mais faux. On va en parler dans la présentation, mais les pirates ont simplement décidé de ne pas reproduire ce qu'ils n'aimaient pas dans la marine marchande et militaire. Donc, ils se sont dit, on se libère, on n'est pas pour faire la même chose. D'où l'idée d'innover à ce moment-là. Les pirates ont été source d'innovation sociale dans ces années-là. Et on va la mettre tout haut. Pour innover, on n'a pas vraiment le choix de briser des règles. Il faut développer une certaine allergie au statu quo.
Sinon, on ne changera rien. Le confort et l'innovation ne font pas très, très bon ménage. Ouais, Ne soyez pas hors la loi, hein, continuez de vous arrêter au feu rouge, puis si vous venez à Montréal, tournez pas à droite sur les feux rouges, c'est interdit. Mais suivez ces règles-là, ça va bien aller. Mais par contre, dans vos entreprises, s'il y a des processus, surtout des règles inutiles ou des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous ralentissent dans votre travail, bien, peut-être ça vaut la peine, parfois, d'ignorer ces règles-là, voire de les briser pour les remplacer par d'autres règles qui font du sens. L'idée, c'est pas évidemment de briser des règles pour le plaisir de le faire. Ça s'appelle se mettre dans le trouble. Puis, bien, généralement, on fait pas long feu. Hein? Donc, l'idée, c'est évidemment, on brise une règle pour essayer de la remplacer par une qui fonctionne mieux, qui est mieux adaptée à notre contexte et qui, si possible, aide l'entreprise à aller vers ses objectifs. Donc, ça, c'est comme un petit peu la poutre qui tient toute la patente. Hein? Si on n'est pas prêt à briser des règles, c'est-à-dire à faire les choses différemment, à refuser de faire comme tout le monde fait, on ne pourra pas innover. On n'a pas la mentalité qui est nécessaire pour innover. Il faut prendre des risques. Alors, les pirates se sont dit, comment on fait pour ne pas reproduire ça? Parce que l'idée, c'est de s'émanciper. Fait que si on fait comme les autres, on n'est pas mieux. Bien, ils sont allés avec les moyens du bord. On pourrait élire notre capitaine. On parle de 1700, là. Okay? Début 1700. 1700. Donc, on choisit le capitaine par élection. Oui, tout le monde a une voix et un vote. OK? Et des gens aussi, parmi l'équipage, qui avaient une voix et un vote, qui étaient le produit là, de traite d'esclaves, qui se retrouvaient tout d'un coup avec un vote. OK? C'était vraiment pas commun pour l'époque, déjà, mais pas commun aussi pour aujourd'hui, dans le sens où ce qui est intéressant avec les pirates de l'âge d'or, c'est qu'ils ont reproduit, ils ont créé des changements sociaux qu'on a peine à égaler aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous, à main levée, qui ont déjà élu leur gestionnaire? J'ai décidé d'aller travailler pour lui. Les pirates ont décidé de faire ça parce que le leader, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre. N'est-ce pas? Donc, ce capitaine faisait déjà partie probablement de l'équipage et il a été choisi. Et pouvait être remplacé aussi. Bien, c'est ça, on pouvait élire le capitaine, on pouvait décider aussi de le dégrader. Si c'était un gentil capitaine, bien, on passait au vote, puis on en élisait un autre, puis il retrouvait des fonctions traditionnelles dans le navire. Si c'était un mauvais capitaine, des fois, il y avait une promotion, mais il devenait gouverneur d'une île déserte. Il y a beaucoup de choses qui, ici, en entreprise, on essaie de faire. On travaille beaucoup sur l'équité, Pierre. Oui. Hein? L'équité salariale, entre autres, entre les hommes et les femmes. Je viens de ma mère qui travaillait au gouvernement et qui recevait, après sa retraite, des chèques d'équité. Okay? Donc, on a fait un travail là-dessus. Mais on était quand même loin des pirates en termes d'équité. Ouais. Un capitaine pirate, Pierre, ça gagnait entre 4 et 8 fois le salaire du marin. Et salaire voté par l'équipage. Salaire voté par l'équipage. Aujourd'hui, sans les nommer, il y a une compagnie, ça commence par MEC, ça finit par Donald, que le CEO gagne 1200 fois, hein? 1200 fois le salaire moyen. 1200 fois le salaire moyen des employés. On sait pourquoi. Il travaille 1200 fois plus fort que tout le monde. Probablement. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous, des managers qui travaillent 1200 fois plus fort que vous? C'est personne qui lève la main. On les a fait monter sur le stage. Donc, le capitaine, il avait ça. Son unique but, by the way, le capitaine, son objectif, c'était pas de diriger le bateau. C'était de trouver des pistes de prospérité pour l'équipage. Ça veut dire que, écoute, il va falloir que tu nous trouves un plan, puis quelque part à attaquer, sinon on te remplace. Fait qu'il fallait qu'il livre. Hein? Il n'y avait pas le choix. Donc, le capitaine était là pour aider à ce qu'on garde le cap. Ouais. C'était plus un leader qu'un gestionnaire. Le seul moment où le mot du capitaine avait loi, OK, où il n'y avait aucune argumentation, il fallait appliquer immédiatement son ordre, c'était lors des combats. Quand il y a danger de mort, on écoute le capitaine, c'est pas le temps de passer au vote. OK? Tu peux aller à l'équipage, Pierre. L'équipage. L'équipage pirate. Donc, c'était des gens c'était très éclectique.
Il y avait des gens un peu partout. Il y avait des Français, des Espagnols, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des femmes. Femmes, il y avait des femmes. C'était du proto-féminisme, dans le sens où, à l'époque, dans la marine militaire et marchande, si tu ne peux pas avoir une femme à bord parce que les hommes ne savent pas se tenir. Ben, dans les pirates, il y a eu des femmes. Je ne vous dirais pas que c'est une 50%, OK, loin de là. Mais c'est plusieurs capitaines qui ont navigué avec des femmes toute leur carrière. Jack Rackham, entre autres, qui est connu pour avoir inventé le Jolly Roger, entre autres, hein, le drapeau pirate là, avec les deux épées en dessous. Donc, lui, il a fait campagne avec des femmes presque toute sa vie. Donc, 2, 3, 4 femmes sur son navire. Alors que, à la même époque, sur la marine marchande ou même militaire, c'était interdit d'amener des femmes à bord parce que ça portait malheur. L'équipage pirate, il faut dire que tu n'embauchais pas ça sur LinkedIn. Dans le sens où c'était pas un poste sur lequel tu appliquais et tu disais « Ah, peut-être qu'ils vont me rappeler ». Être un pirate, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, vouloir la liberté totale, mais ça voulait dire aussi risquer sa vie. Tu risques pas ta vie avec des collègues, tu risques ta vie avec des frères et des sœurs. Okay? Donc, il y avait une dynamique ici qui était vraiment... c'était soudé, là. Ce qui faisait qu'on avait besoin de ce genre de démocratie. Ils avaient aussi une forme de recrutement parfois agressive. Hein? Oui. Oui. Très intéressante. J'aimerais ça voir des recruteurs faire ça. Tu veux nous la raconter? Lors d'un sabordage d'un autre navire, on pouvait offrir le choix aux gens, bien, suivez-nous, devenez pirate avec nous, ou bien on vous... ou restez ici avec votre capitaine. Restez, ouais, c'est ça. C'était même déjà arrivé que des capitaines pirates fassent un petit sondage, tu sais, du style Office Vibe. Ils passent un petit Office Vibe sur le bateau pirate qu'ils viennent de capturer, là. Ah ouais, votre capitaine n'est pas bien gentil. Ça donne bien, il y a une sortie pas loin, on va l'abandonner sur une île. Ouais. Ferez ce que vous voulez avec le bateau. On va juste prendre la cargaison. Donc, même avec leurs victimes, hein, ils se soutenaient davantage, essentiellement, ceux qui représentaient ce qu'ils avaient vécu avant. Exact. L'équipage aussi, comme je disais tout à l'heure, c'était des gens d'un peu partout. Il y avait certains équipages pirates, donc celui de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu d'un pirate qui s'appelait Edward Teach. Vous le connaissez probablement sous le nom de Barbe Noire. Ce gars-là, on va en parler plus tard, mais à un certain moment donné, un de ses équipages sur un de ses bateaux, c'était 60 des personnes de couleur. Des esclaves libérés. Pas tous des esclaves, mais des personnes de couleur. Ouais. Et on ne peut pas en dire autant de toutes les PME aujourd'hui, mettons, seulement. Il y avait un autre rôle aussi qui était élu. Oui! Ah, il ne faut pas l'oublier. Le quartier-maître. Le quartier-maître. Ça, dans un bateau normal, là, hein, de maritime, là, d'armée, le gars, il s'occupait de faire l'inventaire, puis essentiellement de comptabilité. C'était un peu un contremaître sur le bateau. Mais chez les pirates, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Ben, tout d'un coup, que le capitaine, même si on l'a élu, il devient... il fait un petit peu la tête enflée, puis... il fait un petit power trip. Donc, le quartier-maître protégeait l'équipage du capitaine et amenait parfois les mauvaises nouvelles au capitaine suite à nos sondages à l'intérieur de l'équipage. Ouais. Donc, c'était le porte-parole de l'équipe. Ouais. Et son rang avait été élevé à l'équivalent de celui de capitaine. Salaire voté également, hein, pour représenter ce genre de responsabilité. Donc, l'équipage, non seulement votait pour son capitaine, mais votait aussi pour le gars qui allait sortir le fouet quand ça ne travaillait pas assez vite. C'est vrai. Hein? Donc, ce gars-là, l'équipage, ou cette femme-là, le quartier-maître, était la personne qui donnait des tapes dans le dos pour dire bravo, qui sortait le rhum quand c'était le temps de fêter et qui donnait des coups de pied au derrière quand ça allait pas bien. Ce serait aujourd'hui l'équivalent peut-être du chef d'équipe ou Scrum Master. peut-être le Scrum Master. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup des Scrum Masters qui ont été élus? Non? Oh, tu pensais qu'on était un pays libre, démocratique. Alors, voici, pour mettre en œuvre votre mentalité pirate aujourd'hui, C'est le menu, c'est notre menu. Dans l'objectif d'innover, on a parlé de la première règle qui est la base, briser des règles inutiles. Donc, dans votre organisation, s'il y a des choses qui ne tournent pas rond, des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est peut-être le temps de modifier
ces étapes de processus ou ces règlements ou peu importe. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, on a 4 autres éléments qu'on va discuter. Et qui sont les principes fondateurs de GoPirate aussi. Qui sont nos principes fondateurs. Gardez le cap, la fortune sourit aux audacieux, soyez impossible à ignorer et forgez votre propre légende. C'est ce que les pirates faisaient. Oui. Et c'est ce qu'on vous propose de faire aussi. Garder le cap, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous avez sûrement déjà entendu parler de Start with Why, commencer avec votre pourquoi, Simon Sinek. On parle de vision, de mission, de raison d'être. Donc, garder le cap, ça veut dire il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Et quand on parlait du capitaine, le capitaine, il est là justement pour aider à garder le cap. Donc, votre gestionnaire, votre leader dans votre organisation devrait être là pour aider l'organisation à se diriger vers le but, vers le butin. Oui. Le butin, le cap, le butin. Alors, le cap, si j'imagine, c'est de faire le plus d'argent possible. Faire de l'argent, ce n'est pas un objectif. C'est une conséquence. C'est juste la conséquence du fait qu'on a des organisations à but lucratif. Et même les organisations sans but lucratif doivent être financées d'une certaine façon. Donc, quand on parle d'argent, l'argent, c'est jamais la mission ou la vision de l'organisation. Non. L'organisation a une vision, une raison d'être qui est là pour changer quelque chose dans notre monde. Faire de l'argent, c'est... Ça vient avec. Ça vient avec. C'est ça. Ça vient avec. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas des organisations lucratives sans but. Non, ça prend un but, ça prend un objectif. Le lucratif vient avec, mais ça prend d'abord et avant tout une raison d'être. Donc, et il faut garder le cap. Donc, en fait, quand on piétine sur nos valeurs, quand on déroge de notre mission, ça devrait faire mal. Il faudrait qu'on se sente sale. Si ça ne fait pas ça, ça veut dire ou bien les employés se sentent pas concernés par la mission, ou bien encore que la direction ne se sent pas concernée par la mission, parce que des fois, c'est la direction qui fait des petits plis sur les plans. Tu sais, la valeur transparence est super importante, sauf quand c'est le temps de dire quelque chose. Hein? Exact. Donc, des fois, c'est ça. Il faut qu'on se ramène à nos valeurs, les vraies valeurs, les principes de base par lesquels on vit, pour prendre une décision. Et idéalement, puis allez-y à petit feu, là, vous devriez remettre à l'ordre vos dirigeants qui dérogent de la mission de l'entreprise. Si vous croyez à cette mission, si vous croyez à la vision et aux valeurs de l'entreprise, mais que vous avez un dirigeant qui en déroge, essayez. Il faut les ramener. Ensuite, on a la fortune sourit aux audacieux. Ah, ben ça, c'est assez simple. Ça veut dire qu'il faut oser faire des choses que les autres oseront pas faire. Genre, s'habiller en pirate, donner une conférence. OK? Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que, comment dire, il faut oser. Il n'y en a pas le choix, il faut, malheureusement, être passé ou bien par-dessus notre syndrome de l'imposteur, Oui. ou bien le maîtriser. Moi, je propose tout le temps, amenez-le avec vous, mettez une selle, embarquez dessus, tirez du gun. Moi, quand je suis ici en conférence, je fais des blagues parce que je ne suis pas à l'aise, parce que je ne suis pas habitué de faire des conférences. Hein? Donc, j'en profite et je m'expose comme étant, je ne sais pas ce que je fais ici, moi. Pas ici pour travailler. Ou un autre bon truc pour dompter son syndrome de l'imposteur, c'est de relativiser. Alors, on va vous poser encore la question, combien d'entre vous, à main levée, ont déjà été sur cette scène devant autant de personnes? Hein? 2, 3, 4. Vous et nous, on est l'élite, là, on s'entend. Il n'y a pas d'affaire d'imposteur là-dedans. Là. Donc, bien, la fortune sur les audacieux, c'est nécessairement oser aller un petit peu plus loin et pas trop jouer dans la sécurité. Il y a une expression, Olivier, qui m'interpelle, qui me fait penser à ça, c'est « Il n'y a personne qui nous a dit que c'était impossible, donc on l'a fait. » On l'a fait. C'est qui? C'était Mark Twain, je pense, qui a dit ça. Soyez impossible à ignorer. Si j'étais habillé comme lui, vous m'ignorez, vous, hein? Ça serait difficile de me manquer. Donc, être impossible à ignorer, c'est un petit peu la même chose que porter
de pirates, faire des conférences. L'idée, c'est, tu sais, quand il y a un problème, Pierre, des fois, je regarde là-bas, puis le problème, il n'est plus là. C'est magique. Hein? Il y a quelqu'un qui me le remet dans la face après, puis le problème, il revient. C'est Ouais. épouvantable. Je devrais le blâmer, la personne, pas le problème. Hein? Donc, l'idée, c'est, pour pouvoir faire une différence, des fois, il faut juste être ostentatoire. Ostentatoire, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire qu'il est très, très visible. Comme nous, en ce moment, comme le capitaine qui est là avec ses plumes dans le derrière, l'idée, c'est difficile d'ignorer. C'est difficile d'ignorer des gars sur YouTube déguisés en pirates. C'est ça le but. Au début, on s'est demandé, Maurice et moi, est-ce qu'on se déguise en pirate? Parce qu'on va avoir l'air fou, là. Puis Maurice s'est dit, ben, ouais, puis t'aimes-tu mieux pas avoir l'air fou, puis que personne parle de toi, puis que personne n'écoute tes affaires? Fait qu'il y avait un point. Et notre costume, c'est aussi une manière de nous rappeler qui on est et pourquoi on le fait. Donc, être impossible à ignorer, c'est entre autres ça. Il y a plein de gens qui ont dit « J'ai jamais écouté votre show, mais je vous ai vu passer sur LinkedIn. » Ouais, c'est exactement ça. Je vais vous donner un petit exemple ici d'une équipe que j'ai eue. En fait, je n'ai pas eu, mais elle était tout à côté de moi, qui était très performante, 3-4 personnes. Et moi, j'avais une équipe qui avait beaucoup plus de difficultés, elle était nouvelle. Les 4-5 premiers sprints, c'était pas super bien passé. La cour d'apprentissage était assez élevée. Et ça faisait 3-4 sprints que j'allais raconter au directeur, bon, tiens, voilà un petit rapport de ce qui s'est passé dans le sprint, là, on n'a pas livré, non, mais ça s'améliore, voilà. Puis, à un moment donné, on a livré notre premier sprint au complet et ça a sorti le champagne. Les directeurs sont venus nous féliciter. L'équipe à côté a dit, non, on réussit tout le temps nos sprints, jamais personne qui vient nous dire bravo. Mais c'est parce que personne ne le sait. Hein? Être ostentatoire, c'est être transparent. Autant avec les bons coups que les mauvais coups. Exact. Mais une fois que tu martèles tes bons coups, à un moment donné, ça se sait. Célébrer les réussites, c'est important. Célébrer les échecs. Puis aussi, comment on a fait Célébrer pour les les échecs. rattraper, pas juste faire des échecs. Exact. Forgez votre propre légende. Parlez de vous, racontez votre histoire. Ouais. C'est ce que les pirates faisaient. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que Barbe Noire faisait. Barbe Noire était tout un cas. D'abord, lui, il avait compris que être pirate, ben, c'était dangereux. Et que ben, des fois, tu perds des membres, pas juste comme des employés, mais des membres. OK? Et que, ben, comme on l'a dit tantôt, tu ne vas pas recruter sur LinkedIn quand tu es un pirate. Donc, le meilleur moyen de ne pas perdre des membres d'équipage, c'est de ne pas combattre. Alors, il a décidé de militariser son marketing, de weaponiser son marketing. D'abord, souvent, si vous allez regarder dans des gens qui parlent de marketing, ils vont dire le premier marketing global, Coca-Cola, I beg to differ. En 1700, quand tu voyais ce drapeau-là, tu savais à quoi t'attendre. C'était du marketing global. Donc, le drapeau de pirate était très, très ostentatoire et racontait aussi une légende. Donc, le drapeau, en fait, c'est comme un logo, hein? C'est un logo qui est vraiment cool. Chaque bateau en avait un. Donc, chaque navire, en fait, on se souvient beaucoup des pirates avec le drapeau typique, le crâne avec les ossements en dessous, ou parfois c'est des épées. Mais il y en avait probablement des dizaines de variations de ça. Mais à chaque fois, c'était noir ou rouge. C'était visible de loin. Donc, quand deux bateaux se rapprochaient un de l'autre, bien, souvent, on regardait au télescope, OK, c'est quel pavillon? Autrement dit, quel drapeau est utilisé pour ce bateau-là? Est-ce que c'est des alliés? Est-ce que c'est des ennemis? Mais quand les gens voyaient le drapeau noir, je pense que leur pantalon devenait brun. Pourquoi? Bien parce que on racontait des histoires de pirates dans les journaux en Angleterre et probablement ailleurs en Europe. Leurs histoires étaient racontées, étaient transmises. Mais pourquoi? Bien, les pirates faisaient exprès de raconter leur histoire dans les tavernes, dans les bars. Payaient des gens pour aller les répéter. Hein? Et donc, la légende se propageait comme ça. Et donc, quand les navires marchands rencontraient des pirates, ils avaient peur. La légende les précédait. Et donc, on savait que si on rencontrait les bateaux pirates, valait mieux leur laisser notre butin, ils allaient nous laisser la vie sauve. Et c'est comme ça que les pirates évitaient de se battre. Exact. En fait. Donc, rappelez-vous des 5 éléments
le code pirate pour innover dans votre organisation, rappelez-vous par cœur. Brisez des règles inutiles. Gardez le cap. Soyez audacieux. Soyez impossible à ignorer et forgez votre propre légende. Si des butards de 300 ans avant nous ont été capables d'être progressistes comme ça, qu'est-ce qu'on attend? Merci. Pierre, Oui. on sort de notre conférence au Agile Tour Québec. Oui, et là, on déambule dans les vieilles petites rues de la Ouais, ville de Québec. dans le vieux Québec. On a décidé d'aller prendre quelques prises de vue avec ton drone. Parce que nous, on est des pirates modernes et on a un drone. Mhm. En théorie, il appartient à Pierre, là, mais c'est ça. Alors, on a pris les prises de vue que vous allez voir, entre autres, dans cet épisode-ci, si vous êtes sur YouTube, parce qu'on a décidé de ne pas se filmer dans le char. On a décidé de juste s'enregistrer. Exact. Alors, Pierre, veux-tu me dire qu'est-ce qu'on est allé faire au Agile Tour de Québec? On est allé donner une conférence. Agile Tour, Conférence c'est déguisée. pour ceux qui, peut-être nos auditeurs qui ne savent pas, Agile Tour, ou en anglais Agile Tour, il y en a partout dans le monde et il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec, il y en a un à Sherbrooke. Il y en a plusieurs en France aussi, un peu partout. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai participé à Agile Tour ex-Marseille en 2022. Ouh. Ou c'était, ouais, je pense que c'est ça, 2022. Puis, je suis allé visiter le Agile Tour Rennes en 2023. Mhm. Donc, on salue nos éditeurs de Marseille, de Aix, de Rennes et de partout en France. Oui, je suis allé à celui de... Ben, je ne suis pas allé. J'ai contribué à distance à celui de Nantes, entre autres. J'ai aussi contribué à Agile Africa. C'est pas un Agile Tour, mais un peu le même concept. Hein? Oui, mais moi aussi, d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelques années. Je pense que c'était la première édition. D'ailleurs, on salue notre ami Alexandre qui gère, qui chapeaute un peu l'organisation de tout ça. Donc, l'idée derrière Agile Tour, hein, ben, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quand même surprenant, mais on en a assez parlé. Donc, Pierre et moi sommes coachs agiles, c'est-à-dire qu'on aide des équipes à s'approprier leur processus et les améliorer, hein, et les optimiser. Spécialement un peu plus dans le développement logiciel, mais ça peut s'appliquer à bien des domaines. Et puis, ben, chaque année, il y a des conférences où des gens viennent parler d'un sujet ou l'autre, des innovations qui se font dans le domaine de l'agilité. Et puis nous, ben, ils nous ont invités. C'est le fun, hein? On n'a pas eu de faire de PR, rien. Ils sont venus nous approcher pour qu'on fasse une conférence et on a dit oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait plusieurs thèmes, mais j'ai retenu celui d'innovation, parce qu'il y en avait bien d'autres. Et notre titre de conférence était assez paradoxal. Hein? Innover en s'inspirant des pirates d'autrefois. C'est un peu étrange de regarder le passé pour changer les choses aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit dans la conférence, hein, souvent, innover, on imagine que c'est des choses du futur. Hein? On fait des nouvelles choses. Ben, nous, on s'est dit, les pirates, s'il y en a qui ont inspiré ou qui ont réussi à faire de l'innovation sociale à leur époque, c'est bien les pirates. Oui. Donc, l'idée était d'aller parler un petit peu qu'est-ce que les pirates, hein, de leur genre la piraterie, ont fait à l'époque. De faire un petit ménage aussi dans la perception des gens, parce que la plupart des gens perçoivent les pirates comme des brutes barbares et épaisses, qui est sanguinaires, qui aimaient juste tuer. Bien que ça faisait partie de la réalité, ce n'était pas que ça. Et on n'est pas ici pour refaire la conférence, Pierre, mais on va parler un petit peu de comment ça s'est passé. Oui. En fait, c'est ça. L'idée, c'est que on a des fans à Québec et dont certains sur le conseil organisateur de Agile Tour Québec. Donc, on peut saluer la dame qui t'a contacté. Olfa, bonjour Olfa. Merci de nous écouter, Olfa. On est très, très contents. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir aussi avant et après. Donc, on savait déjà qu'on avait des fans inconditionnels. Et quand on est arrivé, Pierre et moi, ben, tu sais, on avait un petit peu préparé des slides de sujets qu'on maîtrisait déjà. Hein? Oui. Donc, la conférence, le titre est nouveau.
la structure est nouvelle, mais ce qu'il y a dedans, le contenu, c'est du radotage. Pour vous autres, en tout cas, les fans. Il n'y avait rien que vous ne saviez pas déjà, mais on a essayé de l'aligner un petit peu plus vers un discours d'innovation, hein, en se disant, j'ai bien aimé comment j'ai fini. Si on y pense puis on réfléchit comme il faut, s'il y a des pirates barbus, bâtards et sanguinaires, analphabètes, ont réussi à être plus progressistes que certaines de nos entreprises, qu'est-ce qu'on attend? Exact. Parce que ça s'est passé, les pirates, l'âge d'or des pirates, c'est il y a pratiquement 300 ans de ça. 300 quelques années. Oui. Ils ont eu des choses, à l'époque, ils ont réussi à faire des choses qu'aujourd'hui, on essaie encore de faire. Genre l'équité salariale beaucoup plus égalitaire que dans certaines entreprises. Hein, le capitaine qui était rémunéré à peu près 4 à 8 fois la part d'un matelot ordinaire. On ne l'a pas mentionné parce qu'on n'avait pas nos notes, Pierre. Non, c'est vrai. On avait préparé des notes dans le PowerPoint, tu as la slide, puis tu as les notes à côté, en mode prévisualisation. On voyait juste nos slides, puis on s'est débrouillé avec ça quand même comme des champions. Bien, parce qu'on maîtrise le sujet. C'est ça, c'est du perroquetage pour nous autres. Donc, on a oublié de mentionner qu'il y avait des mariages gays dans les bateaux pirates. C'est vrai. C'était chose commune. Je ne dirais pas que c'était une majoritaire, là, loin de là. Mais c'était accepté. C'était accepté et commun, alors qu'aujourd'hui, il y en a encore qui se battent pour faire accepter ça dans leur province, leur État ou leur pays. Donc, les pirates avaient le dessus sur nous là-dedans. On parlait aussi d'équité en termes de contributeurs. Hein? Tous les pirates avaient une voix pour prendre des décisions et voter, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens en entreprise en ce moment, à moins qu'ils soient actionnaires. Ouais. Pas? Donc, évidemment, on était un petit peu baveux avec ça, mais on a demandé combien de gens ont élu leur propre boss. Il n'y a pas eu beaucoup de mains. J'ai levé ma main et j'ai dit j'ai choisi d'aller travailler pour Pierre. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait demandé aussi aux gens? Combien d'entre vous ont élu leur Scrum Master ou ont carrément négocié leur salaire en groupe? Donc, rien de tout ça, évidemment, on n'a pas eu de main levée. Des choses que les pirates faisaient, c'était la norme. Exact. Et donc, ils étaient très progressistes pour leur temps. Et l'idée, c'est qu'on peut s'inspirer de ça parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire aujourd'hui. Oui. Bien, c'est parce qu'il y a une volonté de ne pas l'être nécessairement. Aussi. Dans le sens où on veut être progressiste, beaucoup pour le bien paraître. Mais quand on parle d'équité salariale entre les dirigeants et les employés, il n'y a pas de question. Tu comprends-tu? Non, on ne va pas faire ça. Ça me rappelle d'ailleurs un conférencier, Pierre, qui était venu nous parler des entreprises libérées. Puis qui disait, un bon filtre qu'il faisait, là, c'est quand il allait parler aux dirigeants pour la première fois, il disait les places de parking réservées là, pour les dirigeants, est-ce que vous êtes prêts à les mettre dans le fond de la cour au lieu de le plus proche de la porte? Exact. Pour laisser ça à vos clients. Ben oui. Puis quand on voyait le petit sourire, là, il disait écoutez, vous me rappellerez quand vous serez sérieux. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ben oui, parce que souvent, puis il y a des gens qui m'en ont parlé justement après la conférence, souvent, c'est que les dirigeants, ils veulent que les gens deviennent agiles. Ils veulent que les équipes deviennent agiles. Mais eux, ils veulent pas changer leur façon de faire ou ils veulent pas changer leur comportement. En fait, ils veulent les mêmes avantages, ouais. C'est ça. Ils veulent ils veulent les avantages. Ils veulent que, autrement dit, les gens travaillent plus vite, mais ils veulent pas, eux, changer. Ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent pas s'ajuster. Exact. Et ça, c'est dommage parce que l'agilité et, j'imagine, tout type de changement va fonctionner seulement si on a un appui qui est fort et qui vient de la direction. Ouais. Un engagement, oui. Puis, Maurice disait la même chose. Hein? Changez, vous autres, soyez agiles, vous autres. Ben, c'est ça. ça donne les résultats que ça donne. Donc, évidemment, on a fait pas mal de blagues sur les dirigeants parce que j'avais bien de la difficulté à me retenir. Je me suis retenu une fois. Je me souviens pas c'était quoi la blague, là, mais je pense qu'elle était vraiment trop loin. Donc, je me suis vraiment retenu, mais je riais dans ma barbe. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on parlait justement des salaires, puis de l'équité salariale,
J'avais dit, sans la nommer, il y a une entreprise qui commence par Mec puis qui finit par Donald, dont le président fait 1200 fois le salaire des employés. Puis c'est évidemment explicable par le fait qu'il travaille 1200 fois plus fort. Hein? Et je pense que je ne me suis pas fait des ennemis à ce moment-là, mais c'est correct, c'est pas pour eux autres qu'on faisait la conférence. Ben, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de hauts dirigeants dans la salle. Il y a beaucoup de cravates, man. Ouais. Mais s'il y en avait, écoute, je pense que le message est important, c'est de dire, regardez, vous voulez que vos gens travaillent fort, Ouais, qui mais appuient, hein, qui soient engagés. est-ce que quelqu'un sur cette planète mérite vraiment 1200 fois le salaire moyen de ses employés? Puis même si c'était 600 ou 100 ou Mais 50 fois. Ben, s'ils travaillent 1200 fois plus d'heures par jour, oui. Mais c'est parce que moi, ce que j'observe, là, puis je pense que toi aussi, Olivier, dans tous les coachings qu'on a fait en entreprise, ces gens-là, ces mêmes gens-là qui gagnent des salaires énormes, prennent de très mauvaises décisions qui pourraient être meilleures. On pourrait prendre de meilleures décisions si on impliquait les gens qui sont au niveau des travailleurs, ceux qui font sur le plancher, comme on dit, les gens d'opération. Bref, inclure les gens qui vivent avec la décision. Exact. Et donc, dans ma tête, ces gens-là, c'est certain qu'ils ne valent pas 1200 fois le salaire moyen. Ça se peut pas. Tu me rappelles, tu sais, là, quand il y a des annonces là, ou des nouvelles qui disent le dirigeant de telle grosse entreprise québécoise, là, on la nommera pas, mais c'est un fleuron dans l'aviation, Ouais. hein, ou une banque quelconque, là, lui, il va faire 1,7 million par année, Ouais. puis 2,5 millions en bonus. Ouais. Puis après ça, il annonce évidemment qu'ils font des coupures de 2000 employés, tu sais. Ouais. Moi, j'ai comme, non, mais quel gaspillage! Moi, là, pour prendre des décisions de marde puis mettre l'entreprise à terre, je chargerais juste 500 000. Embauchez-moi, ça ne coûtera pas 3 millions. Je vais prendre les mêmes décisions de marde, ça va coûter bien moins cher. Ouais. Mais, tu sais, bon, si on regarde, là, si on ouvre le capot puis on regarde, là, Ouais. c'est que tu as un conseil d'administration qui mandate cette personne-là pour sauver des de l'argent. mauvaises En fait, décisions. il est mandaté, ou elle est mandatée pour que les chiffres deviennent meilleurs dans les états financiers. Et là, on lui donne, par exemple, un 24 mois ou un 12 mois pour réussir. Et donc, son mandat, sa mission, si elle est réussie, peu importe les moyens, ben bravo. Bravo, tu as ton bonus, tu as réussi. Ouais. On a les chiffres, mais t'as scrapé à compagnie. Ben, puis des fois, c'est voulu et Ouais. c'est souvent au détriment des humains. Excuse, c'est toujours au détriment des humains. La minute que tu as un sacrifice à faire, il est généralement humain. En entreprise. Ouais. Tu peux avoir... c'est faux, là, j'exagère, là. J'ai vu des très, très beaux sacrifices où il était question de se serrer la ceinture parce qu'on a une quoi? Une de l'inflation, hein? Une récession qui nous pend au bout du nez, si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai vu des entreprises qui ont fait, on ne sacrifiera personne ici. On va sacrifier les vols. Hein? Si on n'a pas besoin de se déplacer en avion et qu'on peut faire ça en Zoom, on va le faire en Zoom. Ouais. Ça se voit, là. Mais généralement, quand il est temps de prendre des décisions difficiles, la décision la plus facile des décisions difficiles, c'est de laisser aller du monde. Ouais. Faire des coupures. C'est pas une décision facile de dire on met personne à la porte. Ouais. Puis le grave problème avec ça, c'est que c'est probablement la moins bonne façon d'améliorer les choses. Parce que oui, on peut dire que les chiffres, ça marche. Ben oui. Mais tu sais, si tu coupes ton staff, est-ce qu'on s'entend que le travail à faire ne change généralement pas, là, à moins d'annuler des projets, là, mettre des projets sur la glace. Mais les corporations ont toujours du travail à faire. Avec la moitié moins de staff, ben tu risques d'avoir la moitié moins de valeur livrée. Hein? C'est ça. Ou, puis ça, je l'ai déjà observé dans des ministères, dans des organismes c'est-à-dire des organismes gouvernementaux,
c'est que les dirigeants, ils sont forcés de faire des coupures parce que la décision de sauver de l'argent vient d'en haut, donc ça vient des politiciens. Ouais. Et donc, on coupe, mais la quantité de travail à faire ne change pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Burnout. Bien, les gens en font plus parce qu'ils doivent compenser, ils doivent travailler sur les choses que les gens qui ont disparu C'est ça. ne font plus parce qu'ils sont plus là. Donc là, les gens en font plus. Et s'ils en font plus, c'est-à-dire qu'ils font plus d'heures. Et Plus éventuellement, d'argent, certainement. mais là, si on parle de Quand tu as plus de responsabilités, Pierre. Ah non, les salaires ne sont pas augmentés, c'est certain. Ben Mais là, les gens, généralement, ils ont une certaine fierté, veulent que ça fonctionne. Et donc, ils vont compenser de leur temps, de leur sueur, vont compenser pour les gens qui sont plus là. Et ben, ça fait de l'overtime, non rémunéré, généralement. Et ça mène à du surmenage. Donc, ouais. Donc la ça santé amène- mentale qui c'est ça, qui est prend, comme... qui en prend. Là. Pendant ce temps-là, les dirigeants, eux, se disent « Ouais, mais j'ai bien fait de couper. Le travail se fait quand même avec moins de monde. Donc, tout va bien. C'était une très bonne décision. Probablement que j'avais trop de monde avant. Ouais. Ces gens-là, c'était des flammeaux. Ils ne travaillaient pas assez. Là, à Donc, cette heure qu'ils maintenant- n'ont pas le choix, hein, ça travaille fort. Puis, bon, il y a des burn-out, mais on a juste à prévoir ça au budget. Exactement. Donc, c'est le coût, il est humain. Donc, le coût, il est humain. Puis dans les organisations à but lucratif, les corporations, tout ça, Ouais. bien, souvent, ces entreprises peuvent être publiques, peuvent avoir des actionnaires ou peuvent avoir des actionnaires privés aussi. Mais on veut un certain résultat annuel. Parce que si c'est public, le prix de l'action va fluctuer selon les Ouais. résultats Ça, annuels. c'est plus important que ta mission ou que ton objectif. Donc, au lieu d'accepter qu'il y a moins de profit une année, puis que oui, OK, l'action baisse, parce que ça peut arriver que l'action baisse parce que les résultats ne sont pas là, mais c'est là qu'il y a des mauvaises décisions qui se prennent. Le coût, il est humain. Les gens, soit ils en font plus, soit des projets sont cancellés, donc on va remercier des personnes parce que les projets sont cancellés. Mais c'est artificiel, ça. On tient en vie la valeur de l'action artificiellement Ouais. en faisant ce genre de coupure-là. Plutôt que d'essayer d'augmenter la livraison de valeur. Plutôt que... Réduire la bureaucratie. C'est ça, réduire le L'enflure L'enflure. bureaucratique. Exact. Ouais. Et on s'entend-tu que, hey, l'entreprise, cette année, a juste fait 4 milliards de profits plutôt que 8 milliards l'année passée? On s'entend-tu que 4 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent? T'es pas dans le rouge, là. T'es pas dans le rouge, mais la valeur de l'action baisse. Donc, il faut prendre des décisions en conséquence pour maintenir la valeur de l'action. Fait que si on a fait moins de profit, bien, on n'a pas le choix, il faut couper des dépenses pour équivaloir au manque à gagner. C'est qui le clown qui est arrivé avec ce système-là? Là? Je sais pas son nom, mais c'est le système dans lequel on vit. Donc, c'est sûr que on peut pas changer le système du jour au lendemain. Le système va évoluer avec le temps, mais on est pris dans ce système-là. Donc, il faut essayer de trouver d'autres options. Et c'est ça qu'on fait chez GoPirate on essaie de faire. les agilistes en général, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de faire. Ouais. Hey, Pierre, c'était pas pire, ça. Tu veux-tu te fâcher plus un petit peu? Mais là, c'est moi qui conduis, fait que je veux éviter la rage au volant. Là. La rage au violent. Ouais. Donc, ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire, je sais pas si je me mis des gens à dos en critiquant les salaires de ces messieurs-dames. À la toute fin, hein, c'est ça, on a carrément mis au défi les entreprises d'être plus progressistes que les pirates. À Ouais. voir si ça va créer des réflexions. En même temps, tu sais, on dit des choses comme ça, mais c'est pas, tu sais, c'est pas tous les managers qui sont mauvais. Là. C'est Non, pas non, tous non. Genre, moi, j'ai rencontré dans ma carrière, puis encore aujourd'hui, je côtoie plein de gestionnaires qui ont une tête sur les épaules, qui prennent des bonnes décisions. Parfois, ils sont contraints de prendre des décisions qui sont peut-être moins intéressantes, mais ils ont peut-être pas le choix parce qu'ils ont des pressions extérieures.
Ben, ça arrive. C'est correct. Ah ouais, ça fait partie de la game. Ouais. Mais enfin, c'est ça, c'est pas tout le monde qui se sentait visé par nos propos, ce qui est une bonne chose, parce que ça arrive qu'il y en a qui se sentent visés par nos propos puis on parle pas des autres du tout. Ils décident que le chapeau leur fait. Donc, sinon, là, on est en train d'enregistrer, Pierre, l'épisode 199 à Yes. chaud, presque immédiatement après notre conférence. Et le prochain épisode, ben, c'est le 200e, et ça donne qu'au moment où c'est le moment de l'enregistrer, on va être en France, à Bordeaux. Pour faire quoi, Pierre? Ben, essentiellement donner la même conférence que ce qu'on vient de faire, avec quelques petits ajustements, parce qu'on a eu du feedback constructif. Sinon, on s'en va dans un public qui ne nous connaît pas, déguisés en pirates, comme des cabochons. Et puis, on va leur dire comment ça marche la vie. Ça va bien se passer, hein? Ben, je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis sûr qu'ils vont être charmés par notre accent. Ah, bien sûr. Ben, on va évidemment faire des blagues. D'abord, c'est le 30 octobre qu'on passe, Pierre. Oui. Donc, juste avant l'Halloween. Donc, on va probablement faire une petite blague d'Halloween, même si c'est pas très, très fêté en Europe. Mais sinon, ouais, on va y aller déguisé. Excuse, ben, on va être approprié pour notre conférence. Exact. Puis ça va être, ben, c'est ça, le 200e épisode va être un épisode un petit peu semblable à celui-ci, hein, sauf qu'il va être tourné là-bas, où on va faire un petit peu un retour sur Go Pirate, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut faire, questionnement et autres, puis sur notre expérience en France. Et bien sûr, les pirates, évidemment, on va essayer de trouver un moyen de faire un petit événement pour festoyer, hein, parce que 200 épisodes, c'est pas rien. Hey, on a des affaires à redoter, pareil. Ben oui. Donc, puis on trouve quand même des moyens de se fâcher après des nouvelles affaires. Ben, je pense que aujourd'hui, suite aux quelques conversations que j'ai eues après la conférence, Ouais. je me suis rendu compte que il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas, première des choses, qui sont agréablement surpris de nous voir, d'entendre notre message. Et je pense que le message doit continuer d'être propagé. L'idée, c'est que le message, vous, les pirates, devez vous l'approprier puis continuer de le propager. Pas juste... C'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour vous, c'est pour faire évoluer votre société, vos organisations. Et ben ça prend... c'est comme ça qu'on fait, en quelque sorte, une révolution, mais ça prend du temps. Ouais. Ça va prendre du temps et ça va prendre beaucoup de conversations. Beaucoup de matelots qui mettent l'épaule à la roue. Et c'est correct. Puis, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main pour faire passer un message, ça se fait bien. Bien sûr. Venez nous voir. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Puis, ma foi, on a quoi, 2 heures de route à faire, Pierre? Oui. Donc, je propose qu'on s'en tienne à ça pour l'instant. Je ne sais pas si on va avoir assez de footage de notre drone pour faire le visuel de cet épisode assez longtemps. On le mettra en boucle. On le mettra en boucle. Ou peut-être qu'on arrêtera quelque part s'il fait beau pour prendre d'autres images. Donc, les pirates, voici, c'était à chaud un petit peu la façon dont on a vécu notre Agile Tour Québec. On savait pas trop quel épisode faire cette semaine, mais on a décidé d'en faire un live à la sortie du vestiaire. Comme les entrevues de hockey. Exact. Donc, si jamais vous organisez des événements et que vous voulez nous avoir comme speaker, ça s'arrange. On est un organisme à but non lucratif, fait qu'on ne coûte pas très cher, mais on demande une petite donation, hein, un petit don pour Go Pirate. Puis, il n'y a pas grand-chose qui est à notre épreuve. Pierre, là, on a fait ça devant une salle pleine en keynote de 700 personnes. Probablement qu'on pourrait faire un spectacle. Certainement. On peut aller partout au Québec, d'ailleurs. Ouais. Aussi, dans le reste du Canada, ça s'organise, si jamais vous avez envie. On peut se déplacer en Europe. Donc, ça, c'est pas un problème. Il faut juste l'organiser d'avance. Ouais. Puis, il faut s'organiser aussi en termes de frais parce que c'est pas donné en Europe, mais on aime toujours ça. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est on peut combiner ça avec peut-être une formation. Peu importe, on trouvera un moyen de s'organiser. Mais
soyez bien à l'aise de communiquer avec nous, de nous poser la question. Le pire qui arrivera, c'est qu'on ne peut pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine, ou on le remettra à un autre moment. Ou peut-être qu'on n'est pas les meilleurs pour vous aider, puis on va essayer de trouver les meilleurs pour vous aider. Hey, là-dessus, les pirates, on a 2 heures à faire, puis je pense que je vais piquer une sieste pendant que Pierre conduit. Donc, on va se voir, on va pas vraiment se voir, mais vous allez nous entendre dans 2 semaines avec le 200e de Go Pirate. On va fêter ça en bonne et due forme, Pierre. Yes, bonne idée. Le vin est pas cher là-bas. C'est ce qu'on me dit. Alors, les pirates, on va vous souhaiter une bonne 199e. On se revoit à la 200e, puis dans un petit événement en ligne ou en personne. Lequel vous préfériez, faites-nous signe. On va essayer d'organiser quelque chose. À bientôt les pirates! Bye bye!